Ces images sont filmées en 1921, en Russie. Après une guerre mondiale, une révolution, une guerre civile et une sécheresse qui a anéanti les récoltes, une grande famine se propage. Elle va menacer la vie de 40 millions d'enfants et d'adultes. Des organisations humanitaires nées de la Grande Guerre se mobilisent. Les secours affluent depuis l'Europe et massivement depuis les États-Unis. Quantité de vivres et de semences sont transportés jusque dans les villages les plus reculés. C'est la première fois qu'une telle opération se met en place en temps de paix. Et cela se passe dans la jeune Russie bolchevique, ennemie pour presque tous les pays capitalistes. C'est aussi la première fois que les organisations humanitaires font des films. Comment cette gigantesque opération a-t-elle été organisée? Les secours étrangers ont-ils vraiment aidé à enrayer la famine? Et à quoi toutes ces images ont-elles servi? Septembre 1921. À plus de 800 km de Moscou, le long du grand fleuve de la Volga. Des paysans campent sur ces rives en espérant trouver un bateau pour aller vers des régions où il y a de quoi manger. Comme beaucoup, ils ont abandonné leur village pour échapper à la famine. En attendant, ils font bouillir ce qu'ils trouvent. Parfois, juste de l'herbe. Celui qui fait ces images travaille pour les actualités américaines. Il est le premier reporter étranger à filmer des Russes qui fuient la famine. Sur cette carte, on voit l'ouest de la Russie. Voici Moscou, la nouvelle capitale. Là, c'est Kazan, l'une des villes les plus importantes de la Volga. Depuis la grande sécheresse du printemps 1921, la famine s'étend. Elle va bientôt toucher un territoire grand comme l'ouest de l'Europe. Dans certaines gares, comme ici, les autorités bolcheviques distribuent des repas. Mais elles ne peuvent pas donner plus que du pain et une soupe chaude. En réalité, le pouvoir bolchevique ne sait plus quoi faire. Débordé par l'ampleur de la famine, il a dû faire appel à l'aide étrangère. Quelques jours plus tard, en gare de Kazan. Voici le premier convoi alimentaire étranger arrivé dans une ville de la Volga. Un instant. À droite, bien visible, à l'arrière d'un camion, le mot « American ». Et sur la porte du wagon, en petites lettres, « American Relief Administration ». Souvent appelée ARA, cette gigantesque organisation humanitaire est soutenue par le pouvoir américain. Petit retour en arrière et stop. Avec casquette et chapeau, 3 responsables de l'opération. En acceptant de venir en aide à la Russie, les dirigeants de l'ARA ont imposé leurs conditions au pouvoir bolchevique. Avoir un contrôle total de l'acheminement des vivres jusqu'à leur distribution. Au début, les organisations étrangères vont uniquement secourir les enfants. Ici, ce sont les premières images faites pour montrer des enfants affamés et abandonnés. Là, une fillette cherche des poux dans les cheveux d'une autre. Les poux transmettent le typhus, et le typhus tue presque autant que la famine. Ces images sont faites pour Save the Children, l'une des organisations européennes qui apporte son aide. Elles sont d'abord destinées à émouvoir. Elles apportent la preuve qu'il y a une famine en Russie et que les secours aux enfants ont commencé. On a rasé le crâne de cet enfant pour éviter le typhus. Celui qui filme a probablement demandé à ses 2 garçons
de retirer leurs vêtements, pour montrer leur état squelettique et leur ventre ballonné. C'est un publicitaire qui a conseillé de faire des images qui montrent la souffrance des enfants pour inciter le grand public à faire des dons. Les images de ces enfants victimes de la famine vont être montrées dans les cinémas en Grande-Bretagne et ailleurs. C'est la première fois qu'un film comme celui-ci est réalisé. Jamais une telle opération de communication d'aide humanitaire n'avait été entreprise. Les spectateurs sont bouleversés. Avec de telles images, les dons vont affluer massivement et sauver des vies. Nous sommes plus au sud, à Tsaritsyn, une ville importante de la Volga. Beaucoup d'enfants comme celui-ci ou celui-là ont été abandonnés, en ville, dans la rue, par leurs parents, avec l'espoir qu'ils seraient pris en charge. Cette jeune femme est russe. Elle travaille pour la Croix-Rouge suisse. Elle emmène les enfants à l'orphelinat, où ils seront nourris et soignés. Stop! Regardez, elle est pieds nus. En Russie bolchevique, on manque de tout, même de chaussures. Lui, il a la chance d'avoir trouvé des bottes. Dans le pays, il y a des millions d'enfants orphelins ou abandonnés. Hiver 1921 à Petrograd, dans le nord-ouest de la Russie. Des convois de vivres transitent tous les jours par les rues de l'ancienne capitale. Et de plus en plus d'organisations étrangères participent au secours. De leur côté, les autorités bolcheviques distribuent maintenant 1 million de repas par jour. Début de l'année 1922. Les organisations étrangères s'occupent aussi des enfants dont les familles n'ont plus rien. C'est dans des cantines en intérieur ou en extérieur comme ici, avec l'ARA, qu'on leur donne à manger. L'organisation américaine s'occupe aussi de les habiller, de les chausser et parfois de les soigner. Ils doivent déjeuner sur place pour ne pas se faire voler leur nourriture. Dans les marmites, il y a de la bouillie de riz ou de maïs, avec du lard, du lait, du cacao et du sucre. Il y a aussi du pain blanc, un grand luxe en Russie. Encore une fois, regardez cette toute petite fille avec son châle noir sur la tête. Le caméraman l'a retrouvée à table. Là, à droite, dans l'image, c'est elle. Pas un mot. Ils sont trop occupés à manger. Sur notre carte, avec Moscou et les régions touchées par la famine, voici les entrepôts de l'ARA. On y stocke notamment les vivres destinés aux cantines pour enfants. L'organisation américaine va nourrir plusieurs millions d'enfants par jour. Ici, nous sommes à Oufa, aux portes de la Sibérie. Ces moines viennent récupérer des colis alimentaires envoyés par l'Église orthodoxe russe des États-Unis. En même temps que les secours aux enfants, l'ARA fait l'intermédiaire entre des donateurs privés américains et des Russes. Maintenant, les moines prennent bien la pause. Ces images vont rappeler au public des salles américaines que l'Église orthodoxe survit en Russie bolchevique.
Elle montre aussi que des Russes, même discriminés par le régime, reçoivent des colis alimentaires de la diaspora aux États-Unis ou en Europe. Sur cette photo, les moines prennent encore la pose. Au centre, il y a une partie de ce qu'ils ont reçu. Des sacs de riz, de bacon séché et des boîtes de lait concentré, jusque-là inconnues en Russie. 1 million de colis alimentaires vont être distribués. Près de Tsaritsine, des paysans transportent des sacs de maïs sur les bords de la Volga gelée. Après les enfants et la distribution de colis, le pouvoir bolchevique a autorisé l'ARA à nourrir les adultes. Pour rejoindre leur village, certains utilisent des chameaux. Ils ont l'avantage d'être plus résistants que les chevaux. Beaucoup de paysans n'ont plus de cheval ni de chameau. Souvent, ils les ont mangés pour survivre. Ils doivent tirer et pousser leur cargaison, parfois sur de très grandes distances. Ces images sont faites pour montrer que les habitants des endroits les plus isolés ne sont pas oubliés. Cette distribution du maïs, c'est une très grande victoire pour l'ARA. Il a fallu surmonter toutes sortes de difficultés et organiser le transport de plusieurs millions de sacs depuis les États-Unis. Voici la première route suivie par les navires américains. Une partie importante du maïs est acheminée vers des ports de la mer Baltique. D'autres navires passent par le sud, direction la mer Noire et l'Ukraine. Puis les sacs sont transportés dans des trains gardés par l'armée rouge. Il faut encore compter plusieurs jours, parfois des semaines, avant que le maïs ne soit livré dans les entrepôts de l'ARA. Plus de 200 000 tonnes de maïs vont être distribuées. Ces images sont filmées à Vassilievka, près de la Volga. Ici, les villageois avaient perdu tout espoir. Alors aujourd'hui, quand on a annoncé une distribution de maïs, ils se sont tous rassemblés. Pour ces paysans très croyants, cette distribution, c'est un miracle. Après des mois de souffrance, c'est peut-être la fin de la famine. Revoyons ça. Les paysans remercient à genoux et se prosternent. Ils montrent leur gratitude à ces Américains qu'ils voient comme des envoyés de Dieu. Aux États-Unis, ces images symboliseront la reconnaissance du peuple russe au peuple américain. Pour peser et distribuer le maïs, le représentant de l'ARA se sert d'une balance à grains. Chaque famille reçoit une ration pour 15 jours. Un peu plus tard, le caméraman fait des images d'une paysanne qui rapporte son précieux sac de maïs jusqu'à son isba. Pour cette babouchka, de la nourriture, un étranger et une caméra, ça fait beaucoup d'émotions en même temps. Avril 1922, dans le port de Petrograd. Ce navire russe a fait la dernière étape pour le transport d'une cargaison très attendue. 6 000 tonnes de semences de blé américain commandées par le pouvoir bolchevique. Une bonne moisson permettrait de sauver des millions de vies. Les sacs vont être chargés dans les wagons que l'on voit ici. De là, les trains vont rejoindre les régions touchées par la famine. Sur le pont du navire, le caméraman filme des responsables américains venus inspecter le déchargement. Un instant. Lui, c'est William Haskell. Il dirige l'organisation en Russie. À droite, le capitaine du navire représente les autorités bolcheviques. Devant la caméra, ils font comme si tout était facile entre eux.
Et là, sur le pont arrière, encore des images destinées à montrer que l'on s'entend bien. Un instant. Le pavillon est rouge, avec les initiales de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. En fait, depuis le début, les bolcheviks se méfient des organisations étrangères et les espionnent. Ils craignent que cette aide cache des arrière-pensées anticommunistes. Dimanche 28 mai 1922, dans le centre de Moscou. Les dirigeants bolcheviks rendent un hommage surprenant à un Américain mort du typhus pendant sa mission humanitaire. Ils ont décrété des funérailles nationales et offert le cercueil que l'on voit là. Derrière, ce sont des responsables de l'aide américaine. En tête de cortège, des hommes tout en blanc et des chevaux en tenue d'apparat. Avec ces funérailles, le pouvoir bolchevique veut marquer les esprits, montrer qu'il se préoccupe des étrangers qui viennent en aide à la Russie. Mais il continue de se méfier. Et il surveille aussi de très près les 120 000 Russes employés par les Américains. Nous sommes maintenant devant l'une des grandes gares de Moscou. Un instant. Le cercueil est recouvert d'un drapeau américain et d'un manteau de fleurs de myosotis, symbole de fidélité. Le cercueil va d'abord être transporté en train, puis par bateau jusqu'aux États-Unis. Quant à Lara, son action va se poursuivre et s'intensifier. Bientôt, l'organisation nourrira plus de 10 millions d'affamés chaque jour. Les bolcheviks aussi font des films, comme celui-ci. Le but est de montrer aux spectateurs qu'ils prennent en charge les enfants abandonnés. Les films vont passer dans les salles de cinéma à Moscou ou Petrograd. Ici, tout se passe dans des wagons de train de marchandises stationnés en gare. On montre maintenant les enfants bien propres, habillés avec des chemises toutes neuves grâce à l'aide du pouvoir bolchevique. C'est un médecin qui teste la nourriture avant le repas. Nous sommes maintenant à l'intérieur d'un wagon. C'est la cantine où les enfants déjeunent. Un instant. Regardez au poignet de cette femme. Oui, elle porte une montre bracelet. Voilà le genre de luxe plutôt réservé aux proches du pouvoir. Suite du reportage. Des centaines d'enfants embarquent dans un train sanitaire. Les autorités les évacuent vers des régions qui ne sont pas touchées par la famine. Le but est de les confier à des paysans. En réalité, la plupart des enfants sont évacués sans provisions suffisantes pour de très longs trajets. Des dizaines de milliers d'enfants vont périr au cours de ces voyages. Bientôt, les bolcheviks vont arrêter ces évacuations. Revenons au secours étranger avec ces images d'enfants. Ils ont été sauvés par l'aide humanitaire. C'est encore un publicitaire qui a eu cette nouvelle idée, montrer au public les effets des dons. Il est indispensable de continuer à collecter de l'argent. Le publicitaire propose aussi un système de parrainage très simple. Avec un don de 100 livres sterling, on nourrit 100 enfants pendant 20 semaines. Autre chose, l'affiche sur le mur. On lit « Cuisine financée par la Croix-Rouge hollandaise ». Ceux qui parrainent ont le privilège de donner leur nom aux cantines qu'ils soutiennent. Un instant. Ici, c'est la ville d'Oxford, qui est le généreux donateur.
Avec ces images, on montre aussi que tous les repas sont bien comptés. En début de mois, chaque enfant reçoit un carnet de 30 tickets. Un ticket, c'est un repas. Et ensuite, ces tickets sont collés dans un cahier pour faire les comptes. On montre aussi que l'on s'occupe des adultes. Cet homme et cette femme découvrent les conserves américaines. Ces images de paysans rappellent la Russie d'avant la Révolution. Une façon de dire que les dons ne vont pas aux bolcheviks, ni à l'armée rouge, mais à de simples Russes. C'est rassurant pour les donateurs. Les organisations étrangères soignent des dizaines de millions d'habitants dans des régions touchées par la famine. Et depuis des mois, elles mènent de vastes campagnes de vaccination. Les images de ces activités sont assez rares. Stop! Cette tâche, tous les enfants l'ont avant d'être vaccinés. C'est un antiseptique dont une infirmière vient de les badigeonner. Les Croix-Rouges font appel à des médecins russes pour les vaccinations. Ils savent rassurer, mais parfois, cela ne suffit pas. Toujours en 1922, une équipe part en inspection dans les environs de Saratov. Stop! Sur la portière de cette Ford, là, on lit SCF, les initiales de Save the Children Fund. Information qui ne va pas échapper au public des cinémas en Europe. Et c'est parti pour une tournée destinée à montrer que tout va mieux dans la région. Sur la Volga, pas facile de trouver un pont, mais rien n'arrête notre équipe d'inspection. Stop! Et celui qui fait ces images? Le batelier va bien sûr revenir le chercher. Un peu plus tard, on nous montre encore des enfants en pleine santé quand la Ford arrive dans ce village. Et les adultes vont bien eux aussi. Maintenant, nos visiteurs inspectent un champ de blé. Grâce aux aides, les paysans se sont remis au travail et retrouvent de l'espoir. En réalité, les récoltes seront loin d'être suffisantes pour nourrir tout le monde. Il faudra encore 1 an pour en finir avec cette famine. Malgré l'aide extérieure colossale, le bilan sera très lourd. Entre 1921 et 1923, la famine et le typhus feront plus de 5 millions de morts en Russie. C'est pendant cette famine en Russie qu'est née l'aide humanitaire moderne. Son organisation à l'américaine a apporté des secours dans un territoire aussi vaste que l'ouest de l'Europe et a sauvé plus de 11 millions d'habitants. Les images de la souffrance des enfants ont soulevé l'émotion. Elles ont mobilisé les opinions et encouragé les dons. Pour surmonter cette catastrophe, les bolcheviks et des représentants de pays capitalistes ont réussi à collaborer. Mais très vite en Russie, cette aide étrangère va être bannie des mémoires. Et aux États-Unis comme en Europe, cette gigantesque opération va peu à peu tomber dans l'oubli.